Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des révolutions russes de 1917 durant la Première Guerre mondiale. Alors quand on regarde ces photographies, nous voyons des personnes, principalement des femmes ici en train de manifester, mais on voit aussi des soldats. Sur l'autre image, nous voyons ici beaucoup d'hommes en train d'écouter un autre homme parler. Ici, il s'agit de Lénine. Ces deux images ont pour point commun du fait qu'il y ait donc des manifestations, des grèves et des mutineries de personnes, de soldats qui disent qu'ils en ont assez de la situation, de ce qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, notamment ici donc du côté russe. Ce qui se passe, c'est que l'Empire russe, qui se situe donc ici, fait la guerre aux côtés de la France et du Royaume-Uni dans l'Entente contre l'Empire allemand, l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman qui appartiennent à la Triple Alliance. Or, le problème, c'est que l'Empire russe, lui, va connaître de plus en plus de défaites militaires. C'est pour ça qu'ils vont perdre déjà pas mal de territoires. Et puis en plus, donc il y a une augmentation de la misère liée à l'augmentation des prix, parce qu'il faut donc envoyer la nourriture et les biens manufacturés principalement aux soldats. Donc ça fait moins pour la population, donc forcément ça fait une augmentation des prix. Et tout ça, toutes ces souffrances liées à la pauvreté, à la misère et à la mort et à la souffrance des soldats fait que les gens vont pointer du doigt le tsar Nicolas II. Donc le tsar, ça veut dire l'empereur, c'est-à-dire l'empereur de Russie, et qui est jugé responsable de la situation parce que c'est le chef d'État et le chef militaire. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce mécontentement va prendre la forme donc à la fois de manifestations et de grèves de civils pour réclamer des hausses des salaires, de meilleures conditions de travail, mais aussi donc des mutineries de soldats qui refusent de continuer à se battre pour mourir durant la guerre. Ces mutineries et ces grèves vont finalement déboucher, contrairement à ce qui se passe en Occident, à des révolutions. C'est un peu l'État, finalement, le maillon faible dans cette Première Guerre mondiale, car tous les autres, avec la guerre totale, ont réussi à mobiliser les populations pour dire continuons la guerre jusqu'au bout pour vaincre l'ennemi. Ça n'a pas été le cas en Russie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir deux révolutions. Donc, la première révolution de février 1917, elle est menée par des ouvriers et des soldats. Les ouvriers qui contestent donc justement la hausse des prix, la hausse de la misère, les pénuries alimentaires, etc. Puis les soldats qui contestent la guerre de manière générale, hein, ils ne veulent plus continuer à se battre. Donc, il y a des grèves, des mutineries, et tout ça, effectivement, là, pour le coup, ça va conduire à quoi? À l'abdication du tsar Nicolas II. Abdication, ça veut dire qu'il se retire du pouvoir, qu'il n'est plus empereur. On va alors remplacer par un gouvernement provisoire dirigé par Kerensky. Le problème, c'est que ce gouvernement provisoire ne va pas répondre aux demandes des manifestants et des mutins qui demandaient justement une amélioration des conditions de vie et puis surtout l'arrêt de la guerre. Au contraire, le gouvernement provisoire, lui, continue à faire la guerre contre l'Allemagne. Résultat, comme les gens ne sont pas entendus, cela crée donc un mouvement de contestation qui va favoriser cette fois-ci la deuxième révolution russe, celle d'octobre 1917. Elle est conduite ici par des bolcheviks. Donc, les bolcheviks sont des personnes qui appartiennent à un parti politique qui considèrent qu'il faudrait mettre en place une égalité au sein de la société, une égalité sociale, en abolissant la propriété privée, comme s'il n'y a plus de riches et de pauvres, hein, tout le monde serait au même niveau de richesse. Et pour le coup, ils ont les mêmes revendications, hein. Donc, il faut arrêter pour le coup la hausse des prix, il faut arrêter la misère, il faut arrêter la guerre. Sauf que là, pour le coup, ce n'est pas spontané, c'est effectivement quelque chose d'organisé. C'est un véritable coup d'État, en fait, finalement organisé par les bolcheviks, mené par Lénine et Trotsky. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement provisoire de Kerensky est renversé et remplacé donc par un nouveau gouvernement bolchevique, donc on va appeler la Russie bolchevique. Et ce qui se passe, c'est que très rapidement, en fait, ils vont dire tout simplement, on va effectivement donc prendre des mesures immédiates. Ça va être tout d'abord décider de la paix. Donc, autrement dit, Lénine, que vous avez représenté en photographie ici, effectivement, dans ce cas-là, donc, va dire dès le départ, en octobre 1917,
le gouvernement ouvrier et paysan, créé par la révolution des 24 et 25 octobre 1917, hein, et s'appuyant sur les soviets, c'est-à-dire en fait les assemblées des députés ouvriers, soldats et paysans, propose à tous les peuples belligérants et à leur gouvernement d'entamer des pourparlers immédiats en vue d'une paix juste et démocratique. Elle ne peut être qu'une paix immédiate, sans annexion et sans contribution de guerre. Si je traduis, en fait, ça veut dire il faut la paix maintenant, tout de suite. Deuxième chose qu'il va mettre en place aussi, ça sera l'abolition de la propriété pour mettre en place l'idéal des bolcheviks, à savoir ce qu'on appelle le communisme, hein. Donc l'égalité sociale de tout le monde en supprimant la propriété privée. Donc justement, en fait, le décret va dire la grande propriété foncière, c'est-à-dire des terres, est immédiatement abolie, donc c'est-à-dire supprimée, sans aucune indemnité. Les domaines des propriétaires fonciers ainsi que les terres des nobles, des monastères, des églises, avec leurs cheptels, c'est-à-dire leur bétail, leurs bâtiments, passent à la disposition des soviets paysans, autrement dit des assemblées de paysans. En gros, c'est la confiscation des terres pour les donner donc à l'ensemble des paysans. C'est donc la suppression de la propriété privée. Pour être sûr qu'il n'y a pas de retour en arrière, Lénine et les bolcheviks vont décider d'assassiner l'empereur, enfin l'ancien empereur Nicolas II, le tsar, ainsi que toute la famille impériale, donc autrement dit aussi donc en fait son héritier, en juillet 1918. Comme ça, on est sûr qu'on ne revient pas à un éventuel empire donc russe. Et puis après, donc surtout, ils vont négocier la paix avec l'Empire allemand, avec la paix de Brest-Litovsk. Bon, pour justement en fait faire en sorte que désormais la guerre s'est terminée, quitte à perdre pas mal de territoires hein, qui vont être cédés à l'Allemagne. Ça va beaucoup changer le cours de la guerre, car à partir du moment où l'Allemagne, représentée ici, n'a plus à se battre sur deux fronts, parce qu'avant elle devait se battre à la fois en France et l'Empire russe, si l'Empire russe effectivement donc dépose les armes et fait la paix, eh bien ça veut dire que l'Empire allemand n'a plus à se battre sur deux fronts et peut désormais dans ce cas se battre sur un unique front, la France. C'est pour ça que cette paix de Brest-Litovsk, elle va donc justement permettre à l'Allemagne de relancer la guerre de mouvement, donc ça veut dire que ça va mettre fin à la guerre des tranchées. Donc on va revoir de nouveau des offensives militaires de soldats qui vont se déplacer dans de larges mouvements pour essayer de conquérir des territoires. Donc ça a une forte influence, bien évidemment, sur le cours de la guerre, du fait que justement la Révolution russe va mettre fin à la participation de la Russie à la Première Guerre mondiale. Cette mise en place en fait de Russie bolchevique, elle va effectivement aussi surtout créer en fait une guerre civile parce que tout le monde va pas être d'accord avec la suppression de la propriété privée. Cette guerre civile va finir par être remportée donc justement par Lénine et les bolcheviks, et c'est pour ça qu'en 1922 ils vont créer donc un nouvel État. Ça sera donc cette fois-ci ce qu'on va appeler l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, ce qui succède finalement donc si vous avez bien compris à l'Empire russe, au gouvernement provisoire et la Russie bolchevique. Cette révolution, elle va dans ce cas-là avoir des conséquences importantes en Europe parce qu'elle va inspirer d'autres communistes à travers l'Europe qui vont vouloir eux aussi faire des grèves ou des insurrections pour faire comme en Russie, prendre le pouvoir. Ce sera par contre à chaque fois des échecs. Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que pour voir si vous avez compris cette leçon sur les révolutions russes, si la question s'appelle comment les révolutions russes modifient le cours de la Première Guerre mondiale, eh bien pour voir si vous avez compris cette leçon, vous allez essayer de répondre à ces 6 questions-réponses en bas de la carte mentale. Mettez la vidéo en pause, le temps de répondre à ces questions, et après relancez la vidéo pour voir la correction. Allez, mettez la vidéo en pause. Là, on estime que vous avez répondu aux questions, que vous avez relancé la vidéo pour voir la correction. Eh bien, c'est parti, la voici. Si vous avez les bonnes réponses, bravo à vous. Si jamais ce n'est pas tout à fait le cas, modifiez les erreurs possibles avant de mettre fin à la vidéo. Et je vous dis à tous, au revoir et à bientôt.